Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Maintenant, je vais continuer mes petites capsules que j'ai commencé à faire sur le grand Isaac Newton, là, dans ma série de documents intitulée « Histoire de la physique de Aristote à James Clerk Maxwell ». Nous avons vu dans la partie 3D que Newton, en parlant des comètes, avait affirmé que les comètes se propageaient dans les espaces intersidéraux autour du système solaire, suivant des trajectoires elliptiques très très étirées. Et qu'on les voyait à intervalles réguliers. Et ceci était une déduction que Isaac Newton en avait faite suite à la... comment je dirais ça, suite à la publication de ses théories sur la gravitation. Et pour tenter de confirmer cette hypothèse, Halley avait décidé en 1695 de répertorier tout ce qui s'était enregistré au sujet des comètes au cours des années en Europe pour la période où ce qui pouvait reculer, là, quelques centaines d'années. Et il avait remarqué que la comète de 1682 ressemble beaucoup à celle de 1607 et à celle de 1531. Parce que il y avait des astronomes, ça c'était des comètes qui étaient visibles à l'œil nu. Et on peut remonter encore plus loin avec ces histoires de comètes-là, parce que les hommes les voyaient dans le firmament sans lunettes, sans télescope. Et Halley arrive à la conclusion que c'est la même comète qui revient régulièrement et qu'elle devrait et que sa période se situe entre 75 et 76 ans. Et elle devrait revenir en 1757 ou 1758. Son dernier passage date, à notre époque, là, de 1986. Et ceci s'est avéré vrai, comme on voyait dans la capsule précédente. Et ça confirme définitivement l'exactitude des théories de Isaac Newton. Mais ici, je voudrais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Là. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse que on dirait que l'histoire se répète. Isaac Newton n'a jamais cherché à prouver l'exactitude de ses théories, tout comme Albert Einstein. On dirait que ces génies-là sont tellement sûrs de leur affaire qu'ils n'ont pas besoin de faire d'expériences astronomiques ou quelques expériences que ce soit là, pour convaincre les scientifiques du temps que leur théorie est exacte. Newton, je n'ai pas trouvé d'exemple où il s'était efforcé de montrer physiquement là, que ses théories étaient exactes, tout comme Albert Einstein, là, avec sa relativité générale. Ici, je voudrais ouvrir une petite anecdote là, au sujet du grand Max Planck, que lorsqu'on avait vérifié la courbure de l'espace-temps de la relativité générale, apparemment, Max Planck n'aurait pas dormi de la nuit. Là, il était tellement énervé que pour voir si vraiment Albert Einstein avait raison, qu'apparemment il n'avait pas dormi. Il avait une nuit sans dormir et quand ils avaient rencontré Albert Einstein, ceux qui étaient au courant de Planck, de la nuit de Planck, avaient demandé à Albert, il dit apparemment, Max Planck n'aurait pas dormi de la nuit quand on a fait les expériences là, pour voir la courbure de l'espace-temps. Fait qu'Einstein aurait répondu là-dessus. C'est signe qu'il n'a rien compris. Moi, j'ai fait une très bonne nuit comme à l'accoutumée. Ça veut dire que ces génies-là sont sûrs de l'affaire. Ils n'ont pas besoin de faire d'expérience. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit, c'est la vérité. Et on va sauter au 13 mars 1781. Herschel, l'anglais Herschel, découvre Uranus, mais il croit à tort que c'est une comète. Et avec les astronomes dans ce temps-là, l'astronomie était pas mal développée, ça a pris quelques mois
pour découvrir que ce n'était pas une comète, c'était vraiment une planète. Et on voit que, parce que la course de cette supposée comète était beaucoup trop circulaire pour que ce soit une comète. Et on réalise que la trajectoire de cette nouvelle planète est 2 fois plus grande que Saturne et que sa période est de 84 ans. Alors, en Europe, c'est pas mal développé. Là, la science, l'astronomie est plus développée que du temps d'Isaac Newton. On se demande comment on va l'appeler. Les Français proposent de l'appeler au nom du nom de l'anglais Herschel. Et Herschel lui propose de l'appeler le roi George, la planète du roi George, parce que c'est le roi George qui a fait de cet astronome-là qui avait de la misère à vivre. C'était un musicien, là. Il l'avait incorporé à la cour de Londres, là, probablement avec des émoluments, là, qui pouvait faire de la musique, non plus pour gagner sa vie, mais juste pour se récréer. Pour ça qu'il voulait que Nabordicus, à ce qu'elle soit appelée la planète George. Mais ceci ne s'est pas réalisé. C'est l'Allemand Bode qui propose de continuer la liste mythologique de la Grèce ancienne, que l'on devrait la nommer Uranus. Et c'est ce nom qui a prévalu en Europe. Dans quelques mois, tous les astronautes européens parlaient d'Uranus. Maintenant, on va faire un autre saut, passer de 1781 à 1821. Là, on s'aperçoit qu'Uranus obéit presque aux lois de Newton, mais avec une certaine irrégularité. Et on ne peut pas expliquer pourquoi. Mais on dispose, même si on ne connaissait pas, si Uranus a été connu, là, par Herschel, était découvert par Herschel. Avant, on l'avait observé, mais on ne savait pas ce que c'était, là. On l'avait vu dans le ciel, là, mais on voyait que... Mais c'était pas... on ne savait pas ce que c'était, là. Ça fait qu'on avait noté l'observation, pas plus que ça. Et en faisant des recherches, quand on était sûr que c'était une planète, on s'est aperçu qu'il y avait... Uranus avait été observé suivant 3 orbites successives. Là. À tous les 84 ans, il y a un astronome qui s'était aperçu qu'il avait marqué ça dans ses notes. Là. Mais on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Là, on se pose des questions. Est-ce que les lois de Newton sont exactes? Parce que là, il y a une différence. Donc, il y en a beaucoup qui doutent que les lois de Newton devraient être... Il devrait avoir une certaine erreur là-dedans, une petite erreur. Et en plus, ici, on pourrait faire une autre analogie, que l'histoire se répète encore. Quand Maxwell a mis sa théorie sur l'électromagnétisme, en disant que la lumière était finie, ça ne marcherait pas avec Galilée, ça. Et ça ne marcherait pas avec l'expérience de Wilkinson et Morley. Et là, on s'est dit la même chose. Pour moi, les équations de Maxwell, vu qu'ils ont peut-être 18 ans d'âge, une vingtaine d'années, là, ils ne doivent pas être corrects totalement. Ce qui était faux. Maxwell avait complètement raison. Tout comme Isaac Newton, nous allons le voir plus loin. Et pour ceux qui croient à la théorie de Newton, qui est exacte, ils présupposent qu'il doit exister une autre planète à quelque part dans le système solaire, encore plus loin, qui n'a jamais été observé. Et en 1845, l'anglais Adam, sont deux qui ont essayé de faire les calculs, là, et le français Leverrier font les calculs. Ça leur a pris 1 an, imaginez-vous. Il n'y avait pas d'ordinateur dans ce temps-là, puis c'était des calculs longs et fastidieux avec les équations de Newton à l'envers, là, pour tenter de déterminer dans le ciel, avec les 3 orbites qui avaient été observées peut-être des centaines d'années auparavant, là, où devrait se situer la planète avec les déviations que dans l'orbite que l'on constatait
en date des observations. Et qu'est-ce que Leverrier a fait? Ça, je n'ai pas pu savoir pourquoi, là. Il a fait parvenir à l'Observatoire de Berlin tous ses calculs, et en septembre 1846, Joseph Goodfried Gall envoie le message suivant à Leverrier. Monsieur, la planète dont vous indiquez la position dans vos calculs existe réellement. Triomphe, on pourrait dire, triomphe de Newton, 181 années après son année mirabilis de 1665. Voyez-vous, c'est toujours le même. On dirait que l'histoire se répète. Il y en a qui pensaient que Newton n'était pas correct. Ceux qui croyaient que Newton était correct, il fallait être convaincu pour calculer un an de temps, pour essayer de déterminer qu'il y avait une autre planète dans le système solaire. Et ceci s'est avéré vrai. Et on voit que à partir du pommier de quand Isaac Newton était en vacances dans la campagne, là, sur les terres de ses parents, là, on pourrait dire que le pommier de Woolsthorpe, ça c'était le domaine de sa mère, là. Et on pourrait dire qu'à partir du pommier de Woolsthorpe, que de chemin parcouru là, pour les théories d'Isaac Newton. Même aujourd'hui, les théories d'Isaac Newton sont toujours appliquées dans le système solaire pour le calcul de tous les objets qui se promènent dans les espaces, dans notre système solaire, là. Et ça, c'est vrai aussi un peu partout, là. Mais on voit que Isaac Newton était vraiment un grand génie. Et que, tout comme Albert Einstein, on va parler longtemps encore d'Isaac Newton, là. Quel génie c'était Isaac Newton. Moi, je le connaissais un peu, mais après que je fais ces capsules-là, je réalise que c'était vraiment un très grand génie, tout comme Albert Einstein. Sur ce, je vous dis merci, bonne écoute et à la prochaine.